Were you crying when you were shooting him? I don't remember. Were you crying when you were stabbing him? I don't remember. How about when you cut his throat? Were you crying then? I don't know. You're the one that did this, right? Yes. And you're the same individual that lied about all this, right? Yes. Une rupture amoureuse est souvent difficile à digérer, surtout lorsque l'autre moitié n'a jamais vraiment rien ressenti pour sa partenaire. Cela peut donc pousser la personne au cœur brisé à commettre des choses excessives, telles que l'envoi de messages de façon abusive ou encore du stalkage intempestif. Mais vous allez voir que dans l'affaire d'aujourd'hui, ces extrêmes vont être poussés dans des limites inimaginables. Voyons ensemble aujourd'hui le terrible cas de Jodi Ann Arias. Jodi Ann Arias est née le 9 juillet 1980 à Salinas, en Californie, de son père William Angelo et de sa mère Sandy Arias. Elle a aussi 3 frères et sœurs avec qui elle s'entend à merveille. Et à vrai dire, Jodi a eu une jeunesse plutôt normale. Elle était décrite par ses parents comme étant une fille joviale et qui adorait s'amuser. Au cours de son adolescence, Jodi a petit à petit développé une passion dévorante pour la photographie. Et alors qu'elle est au lycée, plus précisément en première, elle décide alors de quitter l'école et de poursuivre une carrière dans la photographie. Elle bataillera durant plusieurs années dans ce domaine sans jamais vraiment trouver sa place. Ce qui l'a donc poussée à travailler en tant que serveuse afin de subvenir à ses besoins. Cependant, sa passion pour la photographie sera toujours présente dans un coin de sa tête. Et vous allez voir que cette information aura son importance pour la suite de l'histoire. À 21 ans, Jodi va faire la connaissance de son premier amour de longue durée dans le restaurant où elle travaille. Un certain Daryl Brewer, âgé de 40 ans. Les choses vont rapidement s'accélérer pour eux et en 2005, ils vont finir par acheter une maison ensemble. Ils vont s'y installer et y couler une première année de couple ensemble plutôt stable. En 2006, soit l'année suivante, en parallèle de son job de serveuse, Jodi décroche aussi un emploi en tant que vendeuse pour une société de marketing digital nommée Prepaid Legal Services. De là, elle fera la rencontre de Travis Victor Alexander, un jeune homme de 28 ans, lui aussi travaillant en tant que commercial dans la même boîte que Jodi. Travis, lui, est né le 28 juillet 1977 à Riverside, en Californie. Il fait partie d'une fratrie de 8 enfants et a été élevé par ses grands-parents. Travis faisait aussi partie de l'église mormone et était un fervent pratiquant. À côté de son job de commercial, Travis était aussi conférencier motivateur. Et il n'aura pas fallu longtemps aux deux pour se rapprocher. Ce qui a alors conduit Jodi à quitter son petit ami Daryl. Quant à Travis et Jodi, ils vont alors commencer à se fréquenter et rapidement se mettre en couple. Et en novembre 2006, soit après 2 mois de relation, Travis va alors baptiser Jodi en la convertissant à la religion mormone. Dès le début de leur relation, les amis de Travis ont tout de suite remarqué que Jodi avait un comportement assez étrange. D'une part, elle était très possessive envers Travis et elle semblait être atteinte du syndrome d'évitement pathologique des demandes, ou plus communément connu sous le nom de PDA. Pour la faire très simple, il est décrit comme étant un profil appartenant aux troubles du spectre de l'autisme. Il n'y a pas de critères de diagnostic officiels, mais cependant, il y a des caractéristiques principales liées à ce trouble. Parmi ces caractéristiques, on peut retrouver la sociabilité superficielle. La personne donne en fait l'impression d'être sociable, en appliquant notamment les formules de politesse qu'ils ont appris au cours de leur vie, mais cependant cette sociabilité manque cruellement de profondeur. Les personnes atteintes de ce trouble sont aussi plus sensibles aux changements d'humeur et surtout aux humeurs excessives. On peut aussi retrouver des comportements obsessifs, mais aussi des troubles du langage, des troubles sensoriels et aussi des troubles du comportement. Et cette situation va mettre très mal à l'aise Travis ainsi que ses amis, ce qui va alors pousser Travis à rompre avec Jodi en juin 2007. Mais cependant, malgré leur rupture, les deux continuaient à se voir afin d'avoir des relations intimes. Jodi était toujours clairement amoureux de lui et Travis de son côté ne l'a jamais vraiment été. Il continuait à la fréquenter et ce, uniquement afin d'avoir cette connexion physique avec elle. En réalité, Travis avait très honte de lui-même. Il avait fait vœu de chasteté et en sortant avec Jodi,
Il avait donc brisé ses règles, qui pour lui étaient très importants. Il savait aussi que Jodi ne serait plus une femme à marier et qu'il n'aurait aucun futur avec elle, puisque son but était de pouvoir marier une fille mormone, mais plus important encore, une qui soit vierge. Mais cela ne l'empêchera pas de continuer à la voir à des fins sexuelles. En décembre 2007, Travis commença à sortir avec une autre femme du nom de Mary Hall. Et cette nouvelle ne va pas du tout plaire à Jodi, qui va alors envoyer à sa nouvelle petite amie différents mails de menaces en lui ordonnant de s'éloigner de son ex-petite amie. Jodi crèvera aussi à plusieurs reprises les pneus de la voiture de Travis afin de l'empêcher de voir Mary. Elle sera tellement obsédée par ce dernier qu'elle finira par déménager dans la même ville que lui. Mais encore une fois, malgré le fait qu'ils ne soient plus du tout ensemble, ils continuaient secrètement à se voir afin d'avoir des relations. Ce qui aura pour effet d'envoyer de faux signaux à Jodi quant à la nature de la relation qui les entretenait ensemble. En mai 2008, Jodi ainsi que Travis rentrent en dispute, car Jodi aurait essayé de s'infiltrer dans le compte Facebook de Travis, et ce afin de s'immiscer dans sa vie privée pour voir les femmes qu'il fréquentait. À la suite de cette grosse dispute, Travis lui dira de quitter sa vie pour de bon. Un mois plus tard, soit en juin 2008, Travis obtient un voyage d'affaires tout frais payé à Cancun au Mexique. Ce voyage lui permet aussi d'inviter un de ses amis avec lui et il va alors inviter Mary Hall, la femme qu'il fréquentait depuis un certain temps. Bien entendu, étant donné que Jodi travaillait dans la même boîte que Travis, elle a tout de suite su concernant le voyage et au fait que Travis avait décidé de partir avec une autre femme. Cette découverte va alors la rendre folle de rage et les conséquences qui vont suivre vont être terribles. Le 4 juin 2008, soit 6 jours avant le départ de Travis, Jodi va se rendre à nouveau chez lui et au lieu de lui refuser l'entrée puisqu'ils étaient en froid depuis un certain temps, Travis l'accueille chez lui et ils finiront par coucher ensemble. Cependant, elle n'était pas venue les mains vides. Elle, qui adorait la photographie, était aussi venue avec son appareil photo. Vers 17 h, après qu'ils aient fini leur affaire, Travis part prendre une douche et Jodi décide alors de le suivre et de prendre plusieurs clichés de lui. Et celle-ci est la dernière photo de Travis, encore vivant, prise par l'appareil photo de Jodi. Le jour du grand départ pour Cancun, Travis ne se présentera pas à l'aéroport. Ses amis, qui n'avaient pas eu de nouvelles de lui avant son départ, vont alors commencer à s'inquiéter. Ses amis vont laisser quelques jours passer, pensant que Travis était sûrement occupé par le travail. Mais après plusieurs jours, voyant que Travis ne répondait ni au téléphone, ni aux messages, ses amis décident alors de se rendre directement chez lui afin de vérifier par eux-mêmes. Après avoir forcé la porte d'entrée, l'un des amis de Travis va alors découvrir du sang dans plusieurs recoins de la maison. Ce sera Mary, la femme avec qui Travis avait prévu de partir à Cancun, qui découvrira son corps sans vie, couvert de plaies. En découvrant l'horrible scène, les amis de Travis vont alors immédiatement appeler la police et porter leurs soupçons sur Jodi. Do you have any idea? No, we have no idea. Everyone's been wondering about him for a few days. She said that there was blood. So is it coming from his head? Did he cut No, his hand? it's all over the place. Les policiers, en se rendant sur place, vont découvrir une scène de carnage. Il y a du sang partout, y compris dans la chambre et la douche de Travis. En analysant son corps, les enquêteurs vont découvrir que Travis avait été poignardé plus de 27 fois et qu'il avait finalement été lâchement achevé d'une balle dans la tête. Durant plusieurs jours, la police va fouiller la maison de fond en comble et ils vont finalement tomber sur l'appareil photo de Jodi. En l'allumant et en se rendant dans la galerie, les policiers ne vont trouver aucune photo. Ils décident tout de même de l'envoyer au labo pour des analyses plus poussées, histoire de voir si des photos ou des vidéos avaient été supprimées récemment. Et effectivement, après analyse, les enquêteurs réussissent à mettre la main sur plusieurs clichés. Jodi pensait sûrement qu'en supprimant ces photos, cela laverait tout soupçon envers elle. Mais elle avait totalement tort. Bien entendu, au moment où ils avaient découvert l'appareil photo, ils ne savaient pas que celui-ci appartenait à Jodi. L'enquête va donc continuer afin de retrouver l'auteur de ce crime odieux. Jodi, en apprenant le meurtre de Travis, va se rendre directement à la police afin de fournir son aide. Elle se fera prélever en passant ses empreintes digitales ainsi qu'un échantillon de son ADN. La première version qu'elle fournira aux enquêteurs et qu'elle n'avait pas vu Travis depuis avril, soit plus de 2 mois avant le meurtre. Les collègues de travail de Travis ont aussi remarqué que juste après la mort de Travis,
Jodi s'était teinte les cheveux, passant du blond au brun. Mais point plus important, elle présentait plusieurs coupures à la main. Plusieurs amis de Travis seront aussi interrogés et ils diront tous que s'il y avait bien une personne qui en voulait à Travis, c'était Jodi. Became very possessive of him. Very possessive. She just had to sit right by him. She didn't appreciate when he was talking to another female. She's scary. There's something wrong with her. And I said, Travis, I'm afraid we're going to find you chopped up in her freezer. Malgré le fait qu'ils ne se voyaient plus depuis un certain temps, Jodi était encore profondément jaloux de Travis. Et elle était prête à tout pour gâcher toute future relation que Travis essayerait d'entreprendre. Après plusieurs jours d'investigation, de fouilles, la police retrouve les cheveux, le sang ainsi que des empreintes digitales de Jodi dans la maison de Travis. Elle passera de multiples interrogatoires et ce afin de lui faire avouer ses crimes. Mais Jodi restera fermement sur sa position, indiquant aux enquêteurs qu'elle n'y est pour rien. Finalement, ce sera grâce aux preuves et ainsi qu'à l'appareil photo retrouvé sur la scène de crime que Jodi sera condamnée pour meurtre au premier degré le jour de son 29e anniversaire. Elle sera arrêtée puis extradée en Arizona où elle plaidera non coupable. Durant son procès, elle donnera aussi plusieurs interviews aux médias présents sur place en clamant son innocence. Mais cela ne fera qu'aggraver son cas, puisque durant ces multiples interviews, Jodi va donner plusieurs versions différentes des faits. Tantôt une fois, il ne s'était pas vu depuis plusieurs mois, et une autre fois, elle dira même qu'elle était présente dans la maison lorsque tout cela s'est passé. Pour la faire courte, ces versions ne concordaient pas du tout entre elles, et cela a contribué à augmenter les soupçons que le public ainsi que la police avait envers elle. You did not stab him 27 Never. times No, that's heinous. or I've never. slit his throat from ear to ear. I can't imagine slitting anyone's throat. You're the one that did this, right? Yes. And you're the same individual that lied about all this, right? Yes. Do you deserve freedom? All I know is that if I were given freedom again, I would handle it very, very responsibly. Finalement, le 7 mai 2013, Jodi sera reconnue coupable pour meurtre au premier degré. Elle évitera la peine de mort de justesse et sera condamnée à la prison à vie sans possibilité de liberté conditionnelle. Bien sûr, à l'annonce du verdict, la famille de Travis seront heureux d'apprendre que Jodi n'aura plus la possibilité de blesser quiconque. Mais hélas, peu importe la condamnation, cela ne leur permettra pas de retrouver Travis. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette affaire? Faites-le moi savoir dans les commentaires et je serai ravi de lire vos retours. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, c'était Kensho. Ciao.